Le principe suprême est l'harmonie parfaite entre ces pôles, afin de préserver l'ordre du monde. Cette philosophie est omniprésente dans la cité interdite. L'agencement de la cité interdite repose sur un principe fondamental, l'harmonie du yin et du yang. Le palais résidentiel de l'empereur se situe exactement au sud de la cour intérieure, car le sud symbolise le yang, le masculin. Cet édifice porte le nom de palais de la pureté céleste, car le ciel relève lui aussi du yang masculin. C'est au nord que se situe la résidence de l'impératrice, appelée palais de la tranquillité terrestre. Car le nord et la terre représentent le principe féminin, le yin. Entre leurs résidences respectives, le palais de l'Union, dans lequel l'empereur et l'impératrice se retrouvaient durant la nuit de noces. Ce palais symbolise le lieu où le ciel et la terre se touchent. À cet endroit, le yin et le yang sont en parfaite harmonie. La philosophie du yin et du yang est profondément ancrée dans la culture chinoise. Tout ce qui nous entoure peut être classé selon la dualité du yin et du yang. Intérieur et extérieur, féminin et masculin, terre et ciel, eau et feu, et ainsi de suite. Les concubines du défunt empereur vivent au palais dit de la tranquillité compatissante. Ye Nara scrute ces visages marqués par le vide d'une existence tout entière consacrée à l'attente. Beaucoup ont espéré leur vie durant être conviés dans la chambre à coucher de l'empereur. En vain. Ye Nara n'ignore pas qu'en sa qualité de concubine, elle ne pourra plus jamais quitter la cité interdite. Dans la monotonie de cette vie minutieusement réglée, les secondes deviennent des heures, les jours des semaines. 2 années s'écoulent ainsi, sans que l'empereur Yanfeng ne la fasse appeler. Une vie enfermée dans une cage aux murs pourpres et aux toits jaunes d'or, bien loin des rêves de son enfance. Ye Nara, littéralement petite orchidée, a grandi avec ses frères et sœurs sur les rives du fleuve Yangtze-Kiang, dans le sud de la Chine. Son père n'est certes qu'un fonctionnaire de rang inférieur, mais sa famille appartient à la minorité mandchoue au pouvoir. Un privilège qui vaudra à Ye Nara d'échapper à la coutume des pieds bandés, laquelle mettait les petites Chinoises à la torture, dans un seul but, les doter de petits pieds, idéal de beauté. Dépêchez-vous, mes filles. Allons, approchez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des 8 bannières du clan mandchou. Venez. Particulièrement fier de ses origines mandchoues, le père de Ye Nara tient à faire connaître à ses enfants les hauts faits de leurs ancêtres. Regardez. Voici la bannière bleue. En l'an 1644, les 8 bannières des Mandchous, un peuple de la steppe, conquièrent la Chine. Ils chassent les rebelles qui ont renversé la dynastie Ming au pouvoir et pillé la cité interdite. Sur la colline du Charbon, au nord de la cité interdite, un général des troupes mandchoues découvre le dernier témoignage du déclin.
C'est ici que le dernier empereur de la dynastie Ming s'est pendu. Les Mandchous sont désormais les nouveaux maîtres de la cité interdite. Ils s'attribuent le nom de Qing, les purs. La dynastie mandchoue des Qing a permis à la Chine de connaître un nouvel essor. Il n'y a pas à en douter, dès le XVIIIe siècle, l'Empire Qing est devenu le plus grand empire du monde. Comment s'explique une telle réussite? Une des raisons, c'est certainement que les souverains Qing ont tiré la leçon du passé et qu'ils ont essayé de ne pas répéter les erreurs commises par d'autres souverains étrangers. À cela s'ajoute une autre raison majeure. Les empereurs Qing se sont posés en protecteurs de la culture traditionnelle chinoise. Sur ce point, ils étaient parfois plus chinois que les Chinois. Mais ce choix de perpétuer les traditions chinoises entrave toute réforme politique et sociale. Au milieu du XIXe siècle, tandis que le reste du monde évolue à une vitesse vertigineuse, la Chine s'astreint toujours à un code de rituels séculaires. Les concubines n'ont aucun espoir d'évoluer dans la hiérarchie du palais, à moins de donner à l'empereur un fils, un héritier du trône. Encore faut-il qu'ils sollicitent leur faveur. Il advient qu'un eunuque, le premier serviteur attitré de Yehenara, contrevienne un jour à toutes les règles en usage à la cour. Dame Yehenara, je sais que vous pouvez ordonner ma mort si mes propos vous déplaisent. Qu'as-tu à dire? Parle. Je crois qu'Antorai, votre serviteur, peut vous être très utile. Il est vrai que la chance ne vous a guère souri jusqu'à présent. Mais peut-être puis-je contribuer à attirer l'attention de l'empereur sur votre personne. Quelle incroyable insolence! Comment peux-tu être aussi indélicat? Oh, punissez-moi! Punissez-moi! Je mérite d'être châtié! Votre esclave mérite la mort! Votre esclave mérite la mort! Silence! Qu'allais-tu dire? Parle sans retenue, je t'écoute. Expose-moi ton idée. Que peux-tu faire pour m'aider? Je connais bien la cour, laissez-moi vous servir d'espion. Vous ne pouvez pas faire un pas sans qu'on le remarque. Moi, en revanche, je puis aller et venir dans le palais aussi facilement et discrètement qu'un chat. Altesse, si vous me donnez votre autorisation, je ferai en sorte d'attirer l'attention de l'empereur sur vos grandes qualités et il vous portera l'intérêt que vous méritez. Seuls les eunuques, comme Antorai, ont accès au cœur même du palais. Ils sont chargés de la surveillance du harem impérial et y exécutent l'ensemble des tâches, de la collecte des ordures à la gestion du budget impérial. Certains castrats, qui évoluent dans l'intimité de l'empereur et de son entourage, brillent particulièrement par leur influence. Le grand eunuque Shim est le plus puissant d'entre eux. Il a notamment le privilège de présenter chaque jour à l'empereur des tablettes de jade où sont gravés les noms de certaines de ses concubines. Le Fils du ciel choisit alors celle qui partagera son lit. Avec l'aide de Antorai, son intrigant serviteur, Yehenara sollicite une audience auprès du grand eunuque. Shim, approchez. Permettez-moi de vous offrir un modeste présent qui vous plaira sans doute. Maîtresse, c'est le cadeau de fiançailles que vous a offert notre empereur. Ce sont des pièces inestimables et uniques. Vous ne pouvez pas vous en défaire, c'est un gage d'amour. Je suis heureuse de constater que vous êtes conscient de leur valeur. Et comme vous pouvez l'imaginer, celle-ci aura certainement décuplé
une fois que j'aurai donné un fils à l'empereur. Ah, certainement, maîtresse, vous voulez... Soyez tranquille, je me charge de tout arranger, vous pouvez compter sur moi. Je vous tiendrai informé. Attendez, qu'arriverait-il au cas où Sa Majesté choisirait une autre de ses concubines pour lui tenir compagnie? N'ayez aucune crainte à ce sujet, maîtresse. J'ai mes méthodes pour influencer les humeurs célestes. Je vais éveiller l'intérêt de Sa Majesté en lui faisant l'éloge de votre incroyable beauté. La manœuvre de Yehenara réussit. L'empereur choisit de passer la nuit avec elle. Simplement enveloppée dans une couverture de soie, elle est conduite dans les appartements de l'empereur à la nuit tombée. Un certain mystère entoure cette première rencontre entre Yehenara et l'empereur Yenfeng. La jeune fille a-t-elle été préparée à ce moment? Les eunuques, comme Shim, connaissaient certainement les préférences de l'empereur. Selon la tradition, les relations avec les concubines n'avaient pas engendré un héritier du trône. Le souverain devait se retenir afin d'accroître sa puissance et réserver sa semence à l'impératrice. La grossesse était l'apanage de cette dernière. En théorie, du moins. Les eunuques restent dans la pièce durant l'union charnelle. Ils consignent les faits. Conformément au rituel, Yehenara dort seule ensuite et allongée sur le côté. Car seul l'empereur est autorisé à tourner son visage vers le ciel. Pendant 3 mois, elle va ainsi être l'amante de l'empereur, nuit après nuit. Un médecin contrôle son pouls. Il utilise pour ce faire une ficelle, car il lui est interdit de toucher la jeune femme. Malgré l'imprécision de cette méthode, son diagnostic est formel. C'est à Sa Majesté l'impératrice que revient l'honneur d'apprendre la nouvelle. Votre Majesté, les battements de son cœur annoncent une bonne nouvelle. Ses veines sont le siège d'une activité intense. C'est un signe de fécondité. Elle est enceinte. Hantorai! Je ne sais pas quoi penser de tout cela. J'attends des explications. Le médecin est très clair, vous êtes enceinte. Ce que la fortune a refusé à l'impératrice, elle l'accorde à Yehenara. Dorénavant, la future mère est en butte à la haine de ses rivales. Tous les moyens sont bons pour lui nuire.